Il existe des existences qui semblent conçues par quelqu'un déterminé à montrer jusqu'où peut aller la souffrance humaine lorsqu'elle est déguisée en splendeur. Imaginez naître dans l'un des palais les plus somptueux d'Europe. Grandir entouré de personnes qui s'inclinent devant vous, qui prononcent votre nom avec révérence, qui, dès le premier instant, vous font sentir unique. Imaginez maîtriser 5 langues avant vos 16 ans. Imaginez épouser un homme beau et raffiné, issu d'une lignée impériale, lors d'une cérémonie qui captive toute l'Europe. Imaginez traverser l'Atlantique pour rejoindre une terre que vous connaissez à peine, avec la certitude que votre destin est de la transformer. Imaginez alors que tout cela, absolument tout, s'effondre en poussière, que l'empire promis se dérobe sous vos pieds, que l'homme que vous aimiez soit abattu à l'aube, que les alliés qui vous ont juré fidélité vous tournent le dos les uns après les autres, que votre propre esprit, incapable de supporter tant de souffrances, se brise irrémédiablement, et que ce qui suit n'est pas la mort, 60 ans de silence, 60 ans d'enfermement dans les murs d'un château, tandis que le monde continue de tourner sans elle. Ceci n'est ni un opéra, ni un mélodrame romantique. C'est l'histoire vraie d'une femme nommée Charlotte de Belgique, que l'histoire retiendra à jamais sous le nom de Carlota du Mexique. Ce que vous allez découvrir n'est pas simplement l'histoire d'une impératrice. C'est l'histoire d'une femme qui a aimé trop, dans un monde qui punissait ceux qui aimaient trop. Une femme courageuse quand elle aurait dû avoir peur, qui a cru malgré l'absence de raison, et qui a payé cette audace au prix le plus élevé qui soit, la perte de la raison et de sa liberté. Si vous suivez cette histoire jusqu'au bout, vous comprendrez non seulement ce qui est arrivé à Carlota du Mexique, mais aussi pourquoi son histoire reste, un siècle et demi plus tard, l'une des plus déchirantes de l'ère moderne. Bruxelles, le 7 juin 1840. Le royaume de Belgique était encore une nation nouvellement formée, à peine âgée d'une décennie après sa séparation des Pays-Bas en 1830. Un petit pays, géographiquement coincé entre les grandes puissances européennes, cherchant à se frayer un chemin en combinant prudence diplomatique et fierté monarchique. C'est dans ce cadre, au palais de Laeken, que naquit la petite fille que ses parents baptisèrent Marie-Charlotte, Amélie-Augustine, Victoire, Clémentine, Léopoldine. Un nom long, digne d'une princesse, pour une vie qui allait se révéler tout aussi longue et bien plus tumultueuse que quiconque aurait pu l'imaginer. Son père, Léopold Ier, premier souverain des Belges, était un homme au tempérament froid et calculateur, forgé par des manœuvres politiques et des alliances matrimoniales stratégiques. Sa mère, Louise-Marie d'Orléans, fille du roi Louis-Philippe de France, était d'une nature sensible, cultivée et profondément pieuse, de laquelle Charlotte hérita une intensité émotionnelle qui deviendrait à la fois sa plus grande force et sa plus grande faiblesse. Charlotte était la seule fille parmi 3 fils, l'aîné, le duc de Brabant, qui régnerait plus tard sous le nom de Léopold II, ambitieux et froid comme son père, et 2 frères cadets, Philippe et un autre frère décédé en bas âge. Dans ce milieu masculin, Charlotte grandit avec une détermination hors du commun. Elle ne voulait être qu'un ornement. Elle aspirait à avoir son propre rôle, un but, une place dans l'histoire. Son éducation était extraordinaire, même pour une membre de la royauté européenne. Elle parlait couramment le français, le flamand, l'anglais, l'allemand et l'italien. Elle étudiait la philosophie, l'histoire et la politique avec un sérieux qui étonnait ses précepteurs. Elle jouait du piano, montait à cheval et connaissait parfaitement les protocoles les plus complexes de l'étiquette de cour. À tous égards, c'était une jeune femme prête à régner. Il ne lui manquait qu'un trône. Mais à 10 ans, elle subit le premier coup dur d'une vie qui en connaîtrait bien d'autres. Sa mère mourut de la tuberculose à seulement 38 ans. Charlotte fut confiée à un père distant, qui l'aimait à sa manière, mais qui exprimait son affection par des règles et des exigences plutôt que par de la tendresse. C'est peut-être cette perte précoce qui fit naître en elle un profond besoin d'être aimée véritablement, une soif d'affection qu'aucun protocole ne pouvait étancher. Certains pensent que certaines vies sont marquées dès le départ par une blessure qui ne guérit jamais. Dans le cas de Charlotte, cette blessure portait le visage d'une mère morte trop tôt. La princesse grandit à la cour de Belgique, jouissant d'une renommée européenne. Belle, avec ses yeux sombres et expressifs parfaitement immortalisés dans les portraits de l'époque,
Elle était surtout d'une intelligence remarquable. Elle avait des opinions bien tranchées sur la politique, l'histoire et le rôle de la monarchie dans le monde moderne. À une époque où l'on attendait des princesses discrétion et obéissance, Charlotte se distinguait par son intelligence, suscitant l'admiration chez certains et le malaise chez d'autres. La question qui hantait la cour de Belgique était, comme toujours pour les princesses, la même. Qui épouserait-elle ? La réponse vint en 1856, alors que Charlotte avait 16 ans, d'un jeune homme qui semblait lui aussi avoir tout pour lui. Il s'appelait Ferdinand Maximilien Joseph Marie de Habsbourg-Lorraine, archiduc d'Autriche, frère cadet de l'empereur François-Joseph Ier, souverain de l'Empire austro-hongrois. Maximilien avait 24 ans lorsqu'il rencontra Charlotte. Grand, blond, d'une beauté presque picturale, avec une barbe soigneusement taillée et des yeux bleus que ses contemporains qualifiaient d'extraordinairement vifs, il était aussi, et cela importait presque plus que son apparence, un homme d'une véritable culture. Il aimait la nature, la botanique, l'architecture et la littérature. Il se distinguait des autres archiducs autrichiens, plus rigides et formels. Il y avait en lui quelque chose de rêveur, qui exerçait un charme immense. Charlotte tomba amoureuse de son intensité caractéristique, de cette capacité à se consacrer corps et âme à tout ce qu'elle entreprenait. Elle tomba amoureuse de ce jeune homme blond qui lui parlait de voyages autour du monde, de bateaux, de jardins regorgeant de plantes exotiques. Le mariage eut lieu le 27 juillet 1857 au Palais Royal de Bruxelles. Charlotte avait 17 ans, Maximilien 25. Ce fut l'une des cérémonies les plus fastueuses d'Europe au XIXe siècle. Les Habsbourg et les Belges s'unirent dans une union qui semblait parfaite. Charlotte arriva à l'hôtel, vêtue d'une robe de dentelle blanche belge, l'un des plus beaux vêtements tissés en Europe, avec le regard de celle qui croit que son histoire ne fait que commencer, de la plus belle des manières. Et d'une certaine façon, c'était le cas. Le couple s'installa d'abord au château de Miramar, un joyau architectural que Maximilien avait fait construire sur un promontoire rocheux de la côte adriatique, près de Trieste, dans l'actuelle Italie. Miramar était à l'image de Maximilien, un lieu magnifique, raffiné et comme coupé du monde. Des jardins en terrasse descendaient en cascade jusqu'à la mer. Les pièces alliaient l'élégance autrichienne à une fantaisie méditerranéenne. Par les fenêtres, le bleu de l'Adriatique s'étendait jusqu'à l'horizon. Charlotte avait aménagé cette maison avec un talent domestique et artistique qui impressionnait tout le monde. Elle remplissait les pièces de livres et de fleurs, créa un salon littéraire fréquenté par des écrivains et des artistes, et écrivait à son père et à son frère de longues lettres à la prose claire et soignée, regorgeant d'observations perspicaces sur la politique et la vie. C'était la vie dont elle avait toujours rêvé, épouse d'un homme brillant, vivant dans l'un des plus beaux coins du monde, avec un avenir prometteur. Mais ce bonheur était fragile, et Charlotte tardait à s'en apercevoir. Au fond, Maximilien n'était pas l'homme qu'il lui fallait. Charmant, cultivé, bon à bien des égards, certes, mais aussi distant, incapable d'une véritable intimité. Ses passions étaient la nature, les voyages et les grands projets. Charlotte, avec son besoin profond d'être aimée, de compter vraiment pour quelqu'un, commença à ressentir un vide qu'aucun paysage marin ne pouvait combler. Pendant des années, et même après leur mort, le bonheur du mariage de Charlotte et Maximilien a fait l'objet de débats. Les témoignages de leurs proches divergent. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'ils n'eurent pas d'enfants. Une absence qui, au XIXe siècle, pesait lourdement sur les unions royales. Ce manque devint une ombre permanente. Mais tout cela passa au second plan lorsqu'en 1863 arriva la proposition qui allait tout changer. Qu'auriez-vous fait à ce moment-là ? Imaginez, vous avez 22 ans, vous vivez dans un château de conte de fées sur la côte adriatique. Votre vie est élégante et paisible, même si elle n'est pas entièrement heureuse. Et soudain, on vous offre la possibilité de traverser l'océan et de devenir impératrice d'un pays inconnu, en pleine guerre menée par une armée étrangère contre une grande partie de sa propre population. Accepteriez-vous ? La proposition arriva, enveloppée de soie et d'arguments convaincants. La France, sous Napoléon III, avait profité du chaos de la guerre de sécession américaine pour intervenir au Mexique,
un pays alors plongé dans un conflit ouvert. Le président Benito Juárez avait suspendu le remboursement de la dette extérieure, offrant ainsi à Napoléon le prétexte idéal pour envoyer des troupes. Mais l'empereur français ne cherchait pas seulement à recouvrer des dettes, il voulait établir un empire américain, un État client de la France, qui contrebalancerait la puissance des États-Unis et ouvrirait les marchés américains aux capitaux européens. Pour cela, il lui fallait un empereur, et Maximilien de Habsbourg, jeune, cultivé, de sang impérial mais sans couronne, était le candidat idéal. Une délégation de conservateurs mexicains se rendit à Miramar pour lui offrir la couronne. Ils l'assurèrent que le peuple mexicain la désirait, que la nation était prête à être gouvernée avec fermeté et générosité, et que les troupes françaises garantiraient la stabilité pendant la consolidation de la nouvelle monarchie. Ils lui racontèrent bien des choses qui se révélèrent fausses ou considérablement exagérées. Mais dans cette pièce surplombant l'Adriatique, Maximilien écouta et hésita, et c'est Charlotte qui décida. Des témoignages de personnes présentes lors de ces délibérations la décrivent comme la véritable instigatrice de cette décision. Maximilien hésita. Charlotte, elle, était déterminée. Elle voyait au Mexique l'opportunité qu'elle attendait depuis toujours. Une scène digne de son intelligence, de son ambition, de ce besoin d'entreprendre quelque chose de grand qu'elle avait refoulé pendant des années. Être impératrice d'un château en bord de mer ne lui suffisait pas. Être impératrice d'un continent, c'était tout autre chose. Elle écrivit des lettres passionnées à son père pour lui expliquer pourquoi il devait accepter, argumentant avec sa lucidité habituelle qu'il s'agissait d'une occasion historique unique, que Maximilien possédait les qualités requises pour gouverner avec justice et modernité, et qu'ensemble, ils pourraient faire du Mexique une grande nation. Personne ne l'avertit de ce qui l'attendait réellement de l'autre côté de l'océan. Le 10 avril 1864, Maximilien et Charlotte signèrent l'acte d'acceptation du trône impérial mexicain au château de Miramar. Le même jour, Maximilien signa également le pacte de famille, par lequel il renonçait à tous ses droits à la couronne d'Autriche et à la succession des Habsbourg. Cet acte était irrévocable. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Il existe une photographie de Maximilien et Charlotte, prise peu avant leur départ du port de Trieste. On les voit debout sur le pont du navire qui les emmènera au Mexique, souriants, jeunes, beaux et pleins d'espoir. C'est l'une des images les plus poignantes du XIXe siècle, car nous savons aujourd'hui ce qu'ils ignoraient alors. La traversée de l'Atlantique dura des semaines. Le 28 mai 1864, le navire arriva au port de Veracruz, sur la côte mexicaine du golfe du Mexique. L'accueil ne fut pas celui promis. Veracruz était alors une ville chaude et poussiéreuse, balayée par le vent du nord, où flottait une odeur de salpêtre mêlée à une autre, plus difficile à identifier. Et les habitants des rues, loin des foules enthousiastes prédites par la délégation conservatrice, observaient les nouveaux arrivants avec un mélange de curiosité et d'indifférence. Charlotte consigna son arrivée dans son journal avec un réalisme et une détermination qui en disaient long sur son caractère. Elle était parfaitement consciente des difficultés qui l'attendaient, mais elle n'était pas prête à abandonner. Le voyage de Veracruz à Mexico, à travers les montagnes, fut son premier véritable contact avec le pays qu'ils allaient gouverner. Et ce pays se révéla bien plus complexe, vaste et meurtri que quiconque ne leur avait jamais laissé entendre. Le Mexique avait enduré des décennies de guerres civiles, d'interventions étrangères et de luttes intestines entre seigneurs de guerre et factions pour le contrôle d'un vaste territoire, riche en ressources mais dépourvu d'institutions. Les troupes françaises dominaient les grandes villes, mais dans les campagnes, les montagnes et les États du Nord, les armées de Benito Juárez continuaient de résister. L'Empire était, dès le départ, une construction bâtie sur du sable. Charlotte le reconnaissait avec une lucidité qui faisait parfois défaut à Maximilien, ou qu'il choisissait d'ignorer. Mais il décida néanmoins d'y croire. Le château de Chapultepec, aux portes de Mexico, devint sa résidence. Charlotte le transforma avec la même énergie et le même raffinement qu'elle avait déployé pour Miramar. Elle y fit installer du mobilier européen, aménagea un jardin botanique, fonda une bibliothèque et instaura un protocole de cour qui s'efforçait d'harmoniser les formes européennes avec un certain respect des traditions mexicaines.
Elle souhaitait que Chapultepec ne soit ni une imitation de Vienne, ni une réplique de Versailles, mais une création personnelle, une œuvre nouvelle. Au-delà du château, Charlotte s'investit corps et âme dans le Mexique avec une énergie qui surprit son entourage. Elle apprit l'espagnol à une vitesse remarquable. Elle visita hôpitaux, orphelinats et écoles. Elle reçut les délégations indigènes avec un respect inhabituel pour le contexte politique de l'époque. Elle rédigea personnellement des décrets visant à améliorer le sort des plus démunis. Elle fut, au sens le plus profond du terme, une souveraine active. Maximilien, quant à lui, découvrit que gouverner le Mexique était un problème complexe. Résolument libéral pour un monarque du XIXe siècle, il maintint plusieurs réformes de Juárez, ce qui exaspéra les conservateurs mexicains venus d'Europe pour lui offrir la couronne, s'attendant précisément à l'inverse. Il tenta de rallier les républicains modérés, ce qui irrita les conservateurs sans pour autant convaincre pleinement les libéraux. Il se retrouva pris au piège d'une lutte politique, sans position confortable pour gouverner. Et derrière tout cela, se cachait le problème majeur que personne n'osait aborder, les troupes françaises. Sans elles, l'Empire s'effondrerait. Napoléon III, aux prises avec ses propres conflits en Europe et subissant la pression croissante des États-Unis, qui avaient mis fin à leur guerre de sécession et considéraient la présence française en Amérique avec hostilité, commençait à reconsidérer son engagement. C'est durant ces années que Charlotte fit preuve d'un sens politique que de nombreux historiens ont jugé supérieur à celui de son propre époux. Tandis que Maximilien se réfugiait dans des débats philosophiques et ses jardins botaniques, Charlotte gérait la correspondance diplomatique, jouait le rôle de médiatrice entre les factions au sein du gouvernement impérial et prenait des décisions exécutives avec une assurance qui impressionnait et parfois déconcertait ses conseillers, car il était difficile d'accepter qu'une femme du XIXe siècle puisse gouverner avec une telle efficacité. Pendant que Maximilien parcourait le pays, Charlotte restait dans la capitale en tant que régente. Il ne s'agissait pas d'une fonction purement symbolique. Elle était bien réelle. Elle prenait des décisions, signait des décrets et présidait les réunions du cabinet. De fait, elle était chef d'État. Mais le temps lui était compté. Vers 1866, la situation devint critique. Napoléon III annonça le retrait progressif des troupes françaises, un coup fatal pour l'Empire. Sans soutien militaire français, Maximilien n'avait plus la force de maintenir son contrôle sur le territoire face aux troupes républicaines de Juárez, qui avançaient depuis le nord, désormais ouvertement soutenues par les États-Unis. Maximilien envisagea l'abdication. C'était la solution logique, celle qui lui aurait sauvé la vie. Plusieurs de ses plus proches conseillers la lui recommandèrent. Mais Charlotte s'y opposa avec une véhémence qui surprit tout le monde. Abdiquer, c'était capituler. Abdiquer, c'était admettre que tout avait été une erreur, et Charlotte ne pouvait l'accepter. Elle ne pouvait admettre que l'œuvre de sa vie avait été une erreur. Elle prit alors la décision la plus audacieuse de sa vie, se rendre elle-même en Europe pour y chercher de l'aide. Seule, une impératrice traversant l'Atlantique sans son époux, pour négocier avec les dirigeants les plus puissants du monde. Durant l'été 1866, Charlotte mit le cap sur l'Europe, convaincue de pouvoir sauver l'Empire que Napoléon III était en train d'abandonner. C'était un geste courageux et, dans une certaine mesure, désespéré. La première étape fut Paris. L'audience avec Napoléon III fut l'une des expériences les plus humiliantes de sa vie. L'empereur français, qui 3 ans plus tôt l'avait persuadé, par des paroles passionnées, de traverser l'océan, l'a reçu avec des excuses, des esquives et la froideur de quelqu'un qui avait déjà changé d'avis et ne souhaitait pas s'expliquer. Charlotte argumenta, supplia et exigea. Napoléon se retrancha derrière ses conseillers, les pressions internationales et une réalité politique qui rendait impossible le respect de son engagement. Charlotte quitta l'audience, les mains vides. L'étape suivante fut Rome. Elle se rendit au Vatican pour solliciter le soutien du pape Pie IX. Cette rencontre est l'un des épisodes les plus analysés de sa biographie, car c'est là, dans les palais du Vatican, que quelque chose commença à se fissurer irrémédiablement en elle. Charlotte arriva au Vatican visiblement bouleversée. Elle portait le poids de semaines d'un voyage épuisant, d'humiliations diplomatiques et de lettres désespérées à Maximilien resté sans réponse.
Le poids de ce qui l'attendait, ce qui attendait son mari, tout ce qui avait été perdu, commença à se manifester de façon alarmante. Elle se mit à croire que quelqu'un cherchait à l'empoisonner. Elle refusait de manger quoi que ce soit qu'elle n'ait pas vu préparer elle-même. Dans une scène que ses compagnons racontèrent avec horreur, elle demanda à boire directement à une fontaine de la salle Clémentine du Vatican et refusa de quitter les appartements pontificaux, insistant sur le fait qu'elle s'y sentait en sécurité. Elle confia au pape que ses ennemis la poursuivaient. Pie IX, déconcerté, tenta de la calmer. Les médecins qui l'accompagnaient envoyèrent des messages urgents à Maximilien. Le diagnostic fut rapide. L'impératrice était victime d'une grave crise de démence. Comment pouvait-elle comprendre ce moment? Charlotte avait 26 ans. En quelques semaines, elle avait perdu tout espoir de sauver l'Empire, avait été abandonnée par les Alliés qui avaient juré de la soutenir et commençait à accepter, même si ce n'était peut-être pas encore tout à fait le cas, que son mari puisse mourir à l'autre bout du monde. Jusqu'où un esprit humain peut-il endurer avant de craquer? Ce qui s'est passé à Rome a marqué la fin d'une vie et le début d'une autre. Charlotte ne retournerait jamais au Mexique et ne reverrait plus Maximilien. Son frère, le roi Léopold II de Belgique, se rendit en Italie pour la chercher. Elle fut d'abord conduite au château de Miramar, où 3 ans auparavant, elle avait signé l'acte d'acceptation du trône mexicain, puis en Belgique. Charlotte arriva dans son pays natal, dans un état que ceux qui la virent décrivaient avec douleur. Lucide par moments, perdue à d'autres, toujours fragile, toujours accompagnée de cette peur de l'empoisonnement qui ne la quittait jamais. Pendant ce temps, au Mexique, le compte à rebours était lancé pour les derniers jours de l'Empire. Les troupes françaises se retirèrent comme prévu. Les forces républicaines de Juárez avancèrent. Maximilien eut une dernière chance de fuir, de s'embarquer et de sauver sa vie, mais il ne la saisit pas. Ses motivations demeurent une énigme qui alimente les débats des historiens depuis des générations. Était-ce l'orgueil, une conception romantique du devoir, ou tout simplement le fait que, sans Charlotte et sans l'Empire, il ne savait plus vraiment qui il était? Le 15 mai 1867, les forces républicaines s'emparèrent de Querétaro, où Maximilien et ses derniers fidèles soldats avaient résisté pendant des semaines. Il fut fait prisonnier. Un tribunal militaire fut convoqué. Le procès fut rapide, la sentence prévisible, la mort par peloton d'exécution. En Europe, les familles royales furent profondément émues. Des demandes de grâce parvinrent de Napoléon III, de Victor Hugo et même de Giuseppe Garibaldi, adressées à Benito Juárez. Aucune grâce ne fut accordée. Maximilien avait mené une invasion étrangère. La souveraineté mexicaine l'exigeait. Le 19 juin 1867, à l'aube, Maximilien de Habsbourg fut conduit, avec 2 généraux mexicains, à la colline des Cloches, aux abords de Querétaro. Face au peloton d'exécution, il distribua des pièces d'or aux soldats et leur demanda de viser son cœur afin de ne pas défigurer son visage. Ces dernières paroles, selon des témoins, furent prononcées en espagnol. Vive le Mexique! Il avait 34 ans. En Belgique, Charlotte n'a pas appris la nouvelle immédiatement. Ses médecins et sa famille estimaient que c'était trop dangereux, compte tenu de son état. Cette décision, même prise avec les meilleures intentions, a quelque chose de terrible. Charlotte a passé des semaines, voire des mois, sans savoir qu'elle était veuve. Et lorsqu'elle l'a finalement appris, ou lorsqu'une petite voix intérieure l'a compris, même si personne ne le lui avait dit, le monde dans lequel elle vivait est devenu encore plus sombre. Le château de Tervuren, aux portes de Bruxelles, fut son premier lieu de détention. Une cage dorée, avec jardins et pièces spacieuses, mais une prison tout de même. Lorsque ce château fut ravagé par un incendie en 1879, elle fut transférée au château de Bouchout à Meize, au nord de Bruxelles. Et là, entourée d'eau, d'arbres et de silence, Charlotte de Belgique, anciennement Carlotta du Mexique, passa le reste de sa vie. 60 ans. Imaginez l'ampleur de cette période. 60 ans, plus de la moitié de sa vie, enfermée tandis que le monde continuait de tourner sans elle. Les empires s'effondrèrent, des républiques naquirent, la Première Guerre mondiale éclata, puis la Seconde. Les rois qu'il avait connus dans sa jeunesse moururent, ceux qui l'avaient trahi moururent, ceux qui avaient partagé ses années au Mexique moururent. Le 19e siècle laissa place au 20e,
et il poursuivit son cours, tandis que Charlotte demeurait à Bouchoux, vivant dans un monde intérieur dont la nature exacte ne fut jamais pleinement élucidée. À quoi pensait-elle durant ces 6 décennies? Que voyait-elle lorsqu'elle regardait par les fenêtres du château? Les témoignages de ceux qui l'ont entourée sont fragmentaires et parfois contradictoires. On trouve des récits de moments de lucidité où elle parlait du Mexique, de ses années d'impératrice, de Maximilien, avec une précision étonnante. Et l'on trouve aussi des récits de moments où elle vivait dans des réalités totalement différentes de celles qui l'entouraient, des mondes où peut-être l'Empire existait encore et où elle demeurait la souveraine d'un pays qu'il aimait. Une histoire circule, difficile à confirmer, mais suffisamment souvent mentionnée dans les livres d'histoire pour qu'on la prenne au sérieux, selon laquelle, dans ces dernières années, Charlotte aurait été persuadée par ses soignants qu'elle vivait toujours au Mexique, que le grand arbre du jardin du château était en réalité la jungle mexicaine, et que les nouvelles du monde extérieur lui étaient présentées comme des fragments d'un Mexique imaginaire et serein. Vrai ou non, c'est l'une des histoires les plus touchantes et les plus tristes qui soient. Une piété empreinte d'amour bâtie sur le plus doux des mensonges. La Première Guerre mondiale, entre 1914 et 1918, mit Charlotte en danger malgré elle. La Belgique fut envahie par l'Allemagne et le château de Bouchoux se retrouva en territoire occupé. Des soldats allemands étaient stationnés sur le domaine. On raconte que l'officier commandant reconnut la vieille dame qui y vivait, comprit qu'elle était une Habsbourg et ordonna d'épargner le château et son occupante. Quoi qu'il en soit, Charlotte survécut à la guerre indemne, confinée dans son château, tandis que l'Europe de sa jeunesse s'autodétruisait. Comment la famille de Charlotte l'a-t-elle traitée pendant toutes ces années? La question mérite d'être posée. Léopold II, son frère, hérita du trône de Belgique et forgea son propre héritage tumultueux en tant que souverain du Congo belge. Charlotte demeura sous la tutelle de la famille royale belge, qui lui prodigua les soins matériels nécessaires, tout en gardant un secret quasi absolu sur son état. Aucun traitement ne fut entrepris, hormis l'internement, aucune rééducation, et, à ce que l'on sache, aucun dévouement passionné allant au-delà du devoir. C'était le 19e, puis le 20e siècle, et la façon de soigner la maladie mentale était l'enfermement. En décembre 1926, Charlotte de Belgique, Carlotta du Mexique, s'éteignit au château de Bouchoux. Elle avait 86 ans. Née en 1840, elle disparut l'année même où le monde commençait à se familiariser avec la radio et l'automobile, 59 ans après la mort de Maximilien à la colline des Cloches. Elle était la dernière survivante de cette histoire, la dernière à y avoir assisté. Elle fut inhumée en l'église Notre-Dame de Laeken, nécropole de la famille royale belge à Bruxelles, aux côtés des rois et reines de sa lignée, avec le protocole et la solennité dus à une princesse belge. Le Mexique, pays qu'elle avait gouverné, n'envoya aucune représentation officielle. À ce moment-là, presque plus personne ne se souvenait de qui elle avait été. Mais l'histoire garde une mémoire plus vivace que celle de ses contemporains. Au fil des décennies, Carlotta du Mexique a été réhabilitée par la culture, la littérature et le cinéma. Le Mexique, en particulier, l'a redécouverte avec un mélange de fascination et une forme de compassion. Car au-delà de ce qu'elle représentait politiquement, au-delà du débat sur la légitimité du Second Empire mexicain, son histoire résonnait plus profondément. C'était le récit d'une femme qui croyait sincèrement, qui agissait avec conviction et qui fut anéantie par des forces qui la dépassaient totalement. Des films mexicains du milieu du XXe siècle la présentent comme une figure tragique et romantique. Des romans tentent de reconstituer ses pensées, ses sentiments, ce qu'elle a pu ressentir durant ces 60 années de silence. Il existe des poèmes, des pièces de théâtre et des compositions musicales. La figure de Carlotta est devenue un mythe et, comme tous les mythes, elle en dit plus long sur celui qui la raconte que sur celle qui l'a vécue. Carlotta était-elle victime des circonstances ou une femme qui a choisi son destin en toute conscience? Certains la voient comme une femme courageuse, qui a tout risqué pour une cause en laquelle elle croyait, tandis que d'autres la considèrent comme une femme qui a sous-estimé les risques et en a payé le prix. Les deux interprétations sont possibles, et peut-être même toutes deux vraies. Pour bien comprendre Carlotta, il est essentiel de saisir le contexte du Mexique de cette époque et la signification de son histoire pour les Mexicains. Le Second Empire mexicain,
entre 1864 et 1867, est un épisode enseigné au Mexique selon une perspective bien particulière, celle d'une intervention étrangère, d'une violation de la souveraineté nationale, vaincue par le peuple mexicain sous la direction de Benito Juárez. Dans cette perspective, Maximilian et Carlota incarnent les figures humaines de cette invasion. Pourtant, les historiens les plus rigoureux, y compris mexicains, reconnaissent que Maximilien et Carlota n'étaient pas de simples méchants. Maximilien défendait des lois libérales que même ses alliés conservateurs méprisaient. Il s'efforçait d'intégrer les républicains modérés à son gouvernement. Il marcha sur la colline des Cloches alors qu'il aurait pu s'enfuir. Quant à Carlota, durant ses années de régence et d'impératrice active, elle fit preuve d'une réelle préoccupation pour les plus démunis de la société mexicaine. Une préoccupation qu'on ne saurait ignorer. C'est ainsi que fonctionne l'histoire. Elle admet rarement des héros ou des méchants absolus. Elle présente presque toujours des individus complexes, pris au piège de circonstances qui les dépassaient. Un autre aspect de la vie de Charlotte mérite d'être souligné, souvent occulté par le drame de l'Empire, la folie et l'exil. Elle fut, à son époque, l'une des femmes les plus puissantes du monde, non pas comme épouse ou figure de proue, mais comme véritable souveraine, dotée d'une autorité effective et prenant des décisions qui affectaient des millions de personnes. Au XIXe siècle, cela était tout à fait exceptionnel. Lorsque Maximilien laissa Charlotte à la tête du gouvernement impérial durant ses voyages, elle n'était pas un simple symbole. Elle incarnait le gouvernement lui-même et l'exerçait avec une compétence que ses ministres, tous des hommes, reconnaissaient, même si ce n'était pas toujours de bon gré. Dans ses lettres à Maximilien durant ses périodes de régence, on perçoit le ton d'une femme qui sait parfaitement ce qu'elle fait, qui analyse la situation politique avec lucidité, qui formule des recommandations fermes et qui agit lorsque cela s'avère nécessaire. Elle est née trop tôt, à une autre époque, avec d'autres institutions, dans un monde qui ne savait pas encore comment appréhender un esprit comme le sien. Charlotte aurait pu être une femme d'État remarquable. Au XIXe siècle, avec les moyens que lui offrait sa position, elle a malgré tout tenté sa chance, et cela aussi est une forme de grandeur. Aujourd'hui, près de 160 ans après que Charlotte de Belgique a traversé l'Atlantique, à la poursuite d'un rêve qui s'est avéré être un piège, son histoire continue d'être racontée au Mexique, en Belgique, en Autriche, dans des textes universitaires et des romans populaires, dans des musées où sont conservées ses robes, ses lettres et les objets qu'elle a touchés. Au château de Chapultepec, qui domine toujours la ville qui fut la capitale de son empire, les visiteurs peuvent visiter les mêmes pièces où Charlotte travaillait, écrivait, rêvait et essayait, de toutes ses forces, de sauver ce qui était irrémédiablement perdu. Au château de Miramar, sur la côte de Trieste, leur mémoire est également préservée. Les guides racontent l'histoire des deux jeunes gens qui y vivaient, partis pour le Mexique, pleins d'espoir et jamais revenus. Il y a à Miramar quelque chose qui, même aujourd'hui, lorsque le soleil se couche sur l'Adriatique et que la lumière se teinte d'or tandis que la mer change de couleur, semble receler une tristesse sereine, comme si les pierres du château se souvenaient de ce que les livres d'histoire ne peuvent qu'effleurer. Sur la colline des Cloches, à Querétaro, se dresse un mémorial à l'endroit précis de l'exécution de Maximilien. Les visiteurs viennent s'y recueillir un instant en silence, méditant peut-être sur tout ce qui convergeait en ce lieu, à l'aube d'un jour de juin 1867. Deux rêves distincts, l'un européen, l'autre américain, l'un de grandeur impériale, l'autre de souveraineté nationale. Et entre eux, une femme qui se trouvait déjà de l'autre côté de l'océan, perdue dans ses pensées. Charlotte vécut 86 ans, Maximilien 34. La différence entre ces deux âges est, à elle seule, révélatrice. Il mourut en pleine jeunesse, dans un geste que l'on pourrait qualifier de tragiquement romantique, ou simplement inutile, selon le point de vue. Elle vécut des décennies de plus, mais dans des conditions qui rendent difficile de déterminer qui connut le sort le plus cruel. D'aucuns prétendent que la folie fut, pour Charlotte, une forme de protection, que son esprit, incapable de supporter l'ampleur de sa perte, construisit un monde intérieur plus supportable, que dans un recoin de ce château cerné d'eau, parmi les arbres qu'elle percevait peut-être comme la jungle mexicaine, Charlotte trouva une paix que le monde extérieur lui avait refusée. Peut-être,
Nous ne savons pas, nous ne pouvons pas en être certains. Ce que nous savons, c'est qu'elle a réellement existé, qu'elle a véritablement aimé, véritablement régné, véritablement combattu et véritablement souffert. Qu'elle n'était ni un personnage d'opéra, ni une statue de cire, mais une femme de chair et de sang, née au mauvais endroit pour ce qu'elle était, au mauvais siècle pour l'esprit qu'elle possédait, et qui pourtant a lutté de toutes ses forces. Et cela, à toutes les époques et en toutes circonstances, mérite d'être commémoré.